Ce sont des vitrines, des futures vitrines. C'est là que les décorateurs, les entrepreneurs et même les futurs clients viennent admirer et choisir, soit sur catalogue, soit sur pièce, les décorations qu'ils vont installer chez eux, dans les boulangeries, dans les charcuteries, dans les restaurants, dans les bars. Et c'est là que se trouvent tous les dépôts des grandes manufactures, Choisy, Leroy, Digoin, Sarreguemines. C'est la vitrine de la céramique française. On imagine qu'il devait y avoir à peu près 5000 boutiques ainsi décorées. Et il en reste encore 700 en France, ou à Paris que je sache. Mais le nombre des commandes devait être fabuleux, fabuleux, surtout à cette fin du 19e. Les causes sont multiples. C'est d'abord un problème de consommation. Il faut attirer le client. Ça, c'est élémentaire. Mais l'attirer et le séduire, qu'il y ait un certain rapport entre le cadre et l'objet que l'on cherche à vendre. Il est bien évident qu'un décor bucolique rendra plus sympathique la pâtisserie ou le bon pain doré que le boulanger va vendre. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles manières attirent les passants. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle servait tous les clients en se trémoussant gentiment. Fallait voir comme elle sautait, ces deux petites brioches au lait. C'est un problème de promotion sociale pour le commerçant, mais une manière aussi de flatter le client. Le client retrouve dans la boutique un décor qu'il a vu dans des châteaux, dans des expositions, et il se sent très honoré d'être le client d'une pareille boutique. Un jour dans la boutique, un vieux monsieur entra.
D'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un air très malin, il en mit 2 dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Voulez-vous mon petit coco, mes marrons et mon cœur chaud? Cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, mais vos marrons sont glacés. C'est un problème aussi d'hygiène. Nous sommes en pleine époque de Pasteur. L'hygiène est à la mode. Et s'il n'y a pas d'instruction du préfet de police encore, il est recommandé que les boutiques soient propres. Et rien n'est plus facile à entretenir qu'une boutique en céramique, qui reste d'ailleurs éternellement jeune. Entendu? Madame de Buisson. Madame de Buisson, boulevard Henri IV. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que je suis un collectionneur de cartons, de ces cartons qui ont servi à exécuter les panneaux dont vous avez quelques types dans votre boutique. Ah bon? Oui, je suis moi-même dans la céramique, mais à l'occasion de déménagement dans une société qui m'emploie, j'ai récupéré un certain nombre de panneaux et je peux vous dire que j'ai quelques cartons de votre boutique. Oh bah Alors, dis je donc, trouve ça très doit dater, intéressant hein. de vous les montrer. Ça date pas d'hier, je ne sais pas les dater avec exactitude, mais vous voyez, je fais souvent des recherches dans certains magasins, entre autres dans les frises. Voici ici une collection de frises. Je n'ai pas encore retrouvé la frise que je trouve très intéressante de la coquille Saint-Jacques. Ah Vous oui, avez là-haut, oui. C'est joli, dites donc. Certes, aujourd'hui, nous ne saurions plus faire ces choses-là en céramique à l'heure actuelle. Ah non? Non. Ah non, c'est pas possible. C'était entièrement peint à la main, Oui. ça a une facture, et le plus souvent, c'était fait en un exemplaire unique. Ah bon? Alors je Ah pense oui, oui. par contre que celle-ci est intéressante parce qu'elle a été faite également dans une autre poissonnerie en 1910 et nous la retrouvons dans un autre magasin en 1912. Ah bien. Alors ça vous ennuie peut-être qu'il Non, y ait yeah. un autre magasin qui ait les mêmes Non, pas reproductions spécialement. que vous. Bah, vous savez, Mais hein. je vous réserve une petite surprise. Voici par exemple, presque grandeur nature, la toile d'exécution de Ah, la bah, c'est pêcheuse curieux, qui est dites ici. Je l'ai retrouvée non pas au milieu de carton, mais perdue au milieu de vieux bouquins. Ah J'ai bon? aussitôt fait le rapprochement. Ah, c'est curieux, dites donc. Je vous félicite quand même d'avoir su garder ces panneaux d'époque. Parce Bah, vous qu'aujourd'hui, ça disparaît tous les jours. Parce que voilà, des carreaux qui ont leurs 70 ans bientôt, hein, c'est pas hier. J'ai beaucoup d'étrangers qui viennent, même pour visiter. Ça m'étonne pas. Looking to take back Martha back home to the States. Yeah, the mirrors, they're all etched and everything. They're just beautiful. J'aime beaucoup le quartier, j'aime beaucoup mon magasin parce qu'il a un style ancien et puis j'aime tout ce qui est ancien. Ouais. Et Puis alors, il y a les 4 saisons, vous voyez, au plafond, là, c'est pas mal, ça. Hein, ça je ne passe pas un jour, par exemple, sans ne pas admirer la saison qui est en face de moi, c'est-à-dire l'hiver. oui, parce que- J'admire tous les détails. Elle et aime je l'hiver, trouve elle ça est de l'Est, très alors elle aime l'hiver, hein, c'est compréhensible. Non, mais c'est vrai, c'est très joli. Avec sa petite église dans le fond, là, et tout ça, je trouve ça très, très joli. D'abord, on ne fera plus jamais des choses comme ça. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les fleurs. Vous voyez, là en face, il y a des liserons et puis des églantines. Regardez la fraîcheur de ces bouquets. Et en plus, le lilas qui est double, même triple, je crois. Alors au printemps, je trouve que c'est magnifique de les admirer. Ah oui, parce qu'il fleurit au printemps. Hein. Non, c'est vrai. À part les marguerites, je leur trouve quelque chose qui sont moins naturels que les autres. Les roses aussi, regardez, elles sont belles. Et les oiseaux, ça ne plaît pas beaucoup à mon mari. Il trouve que... Non. Hein? On dirait non, on dirait des requins volants. Non, Avec des ailes. c'est pas... C'est vrai, hein.
trouve ça très beau. Bonjour Madame Nickel, je voudrais avoir un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat. Du reste, j'avais déjà trouvé à le vendre, le plafond, mais je ne l'ai pas vendu parce que je me dis c'est dommage de défaire une chose comme ça. On vous a proposé combien pour ce plafond? Oh, on peut pas. On nous avait proposé 18 non. millions. Oui, mais enfin, c'est- ça, c'est. Oui, mais enfin. Seulement, 18 il millions fallait anciens. qu'il voulait toute la rangée de papillons qui était autour. Alors j'ai dit, si je vends mon plafond et que On est obligé de refaire une boutique neuve et ça nous coûtera plus cher et nous plus que 18 ça nous millions, coûtera quoi. aussi cher. Ça m'aurait fait mal au cœur de casser ça. Non, si je partais à la campagne, je crois que je le mettrais chez moi, dans la maison, le plafond. Mais je le vendrais pas. Moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question que j'aime les belles choses, voilà. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. As-tu parfois sous la ramure, à l'heure où chantent les épis, écouté leur joyeux murmure au bord des vallons assoupis? Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chantée parmi la moisson blonde des refrains palpitants d'amour? Le décor, c'est pas tout, faut garder le fourni et le laboratoire. Parce que tout se fabrique en bas. Hein. Là-haut, c'est la vente. Alors, comment ça se passe ici? Ici, oh ben, la journée commence à 4h30 le matin, quoi. Jusqu'au soir. Jusqu'au soir? Oh oui, sans interruption. Enfin, il y a des moments de coupure, hein. On fait un peu ce qu'on veut quand on est chez soi. Hein? Évidemment, mais enfin... c'est du travail, quoi. Mais enfin, c'est agréable. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on est libre, on a la liberté. Remarquez qu'on la paie cher, la liberté, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, enfin, de travailler comme ça, c'est agréable. Hein. On est en famille, je suis toujours avec ma femme. Il n'y a pas de métro à prendre. Pas d'intempéries. Évidemment, il n'y a pas tellement d'air ici. C'est une question d'habitude. Souvent, je vais aider mon mari en bas. Et puis, mon fils, je le mets toujours sur sa petite chaise. Et quand je les vois tous les deux, un jour, je dis, oh, il faudrait que je prenne une photo. Et puis, le peintre qui nous fait pas mal de tableaux, que j'aime bien du reste. Guy Moreau. Je lui dis, vous savez, monsieur Moreau, j'aimerais bien que vous me mettiez mon mari et mon fils en tableau. Pour mon fils plus tard, il dira, tiens, comme je travaillais comme ça avec mon père. Il veut son tablier. Hein. Et son bonnet. C'est un souvenir, quoi. Allez, roule ta patte. Allez, roule. Ça va, Pépère?
J'ai réalisé pour le compte du secrétariat d'État à la Culture un inventaire de l'ensemble des boutiques anciennes qui existent encore à Paris. Ce sont des éléments souvent d'une qualité remarquable, parce qu'il y a eu de véritables créations dans ce domaine. Et je trouve qu'ils participent pleinement à leur rôle de témoin de l'architecture commerciale passée. Dans la mesure où aujourd'hui, ces fonds de commerce sont pour la plupart encore en exploitation, c'est un véritable musée vivant, en plein air, que l'on rencontre à chaque coin de rue, et qui présente des éléments de décoration aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces tableautins, ils représentent le labour d'abord, et puis après la semaille. Et puis ensuite, évidemment, il faut tout pour faire le pain. Hein. Oui. Il y a la faux et les glaneuses sur les autres tableaux qu'il y a. Là, on dirait quasiment des reproductions de peintres du 19e siècle. Oh oui, c'est très vieux, ça, vous savez. Mais elle date de quand, votre Eh bien, les immeubles, ils ont 102 ans. Je crois que la boulangerie a été faite dans ces moments-là. Vers 1902, quoi, par Oh oui, quelque chose comme ça. Et les mosaïques n'ont jamais été changées. Hein. Ça la garde comme elle est. Vous la trouvez jolie? Oui. Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous l'occupez? Ça fait 26 ans. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez la quitter? Ah, ça, je ne sais pas. Si mes enfants veulent bien continuer, puisqu'ils sont dans le métier, j'ai mes 2 garçons là qui sont dans le métier, veulent bien la continuer, ça ira. Et je pense qu'ils ne feront pas de changement. Mais si je la vends à quelqu'un d'autre, ça pourrait des fois changer. Madame, je prends un éclair au chocolat, s'il vous plaît. Un éclair au chocolat. Voilà. Bonjour, madame. Des bonbons. Des bonbons. Voilà. Très bien. Au revoir, Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, les enfants. Si on avait la certitude, par exemple, qu'une autre boulangerie succède à votre fonds de commerce, il n'y aurait aucun problème. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui se passe très très souvent dans Paris, c'est que quand un commerçant s'en va, généralement, son fonds de commerce est transformé. On y trouve une banque, un cabinet d'assurance. Et à ce moment-là, on a énormément de risques de voir disparaître l'ensemble de ce décor. Oui, bien sûr, parce que déjà dans la boulangerie, il y a déjà beaucoup de boulangeries qui ferment. Les gens mangent de moins en moins de pain et bien sûr, il se peut que la personne qui vient derrière, même si d'ailleurs c'est un boulanger, qui puisse ne pas apprécier le style de la boutique aussi. Oui, c'est pour ça que Aussi, nous bien aimerions trouver un mode de protection adapté au oui, voilà, il faudrait que ce soit commerce. adapté au commerce, mais Voilà. je pense que c'est très difficile de concilier les deux. Et le classement? C'est gênant parce qu'on ne peut pas déplacer les meubles, on ne peut pas déplacer une vitrine. Est-ce que vous aimez votre boutique? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Alors, si elle risque d'être détruite, qu'est-ce que vous seriez prête à faire? Du moment que je ne le vois pas, je préfère, s'ils doivent la détruire, que je ne la vois pas, quand je serai plus vieille, quand je serai partie.
arrive chez vous, Roxane, on a un peu l'impression d'être dans la rue, puisqu'il y a la rue qui a constitué ici. Ça correspond à mon amour de la rue parisienne, que j'ai essayé de reconstituer dans mon appartement, aussi bien avec des enseignes qu'avec du mobilier urbain, dans la mesure de mes possibilités. Alors vous retrouvez au 5e étage ce que vous avez l'habitude de retrouver sur le trottoir. Ce panneau décorait l'arrière-salle d'un café situé 101 rue de Turenne. Un café qui s'appelait à l'aviation parce que ça représente l'aviation, comme vous pouvez voir, sous les traits de cette dame en robe jaune. L'aviation est en train de kidnapper le jeune marié, qui la regarde d'un air énamouré et qui s'envole dans une véritable caisse à savon, poursuivi par la belle-mère, pendant que son épousé pleure sur les épaules de son père, sur la butte Montmartre. Vous voyez le moulin. Et l'artiste a représenté une vue très naïve de Paris avec la Tour Eiffel et l'ancien Trocadéro. Quel est le rôle du collectionneur pour vous? C'est surtout celui de sauver, parce qu'un collectionneur n'a qu'une vie humaine et la plupart des grandes collections finissent toujours dans les grands fonds publics. Alors je pense que peut-être un jour, ma collection d'enseignes ira au musée Carnavalet, parce que je le souhaite beaucoup. Le musée, par définition, c'est bête, ça conserve. Et sa fonction est de conserver. Et s'il n'y a pas d'autre solution pour sauver ces documents, il faut les mettre au musée. Mais le musée, c'est la solution de désespoir. Est-ce que vous ne pensez pas que le collectionneur risque d'encourager la transformation ou peut-être la destruction de certaines enseignes qui sont dans la rue d'habitude? Ne croyez pas ça, parce que toutes les enseignes que j'ai achetées, je les ai eues à la suite de rénovation ou de départ à la retraite ou de modernisation. Quand les gens modernisent, quand par exemple des vieux commerçants revendent à des gens plus jeunes et qui veulent mettre du néon, quand les boutiques sont un peu transformées, quand ils s'aperçoivent que les vieilles enseignes, on ne les voit pas la nuit parce qu'elles ne sont jamais éclairées. Alors à ce moment-là, je les récupère. Ici, vous avez la boulangerie des statues, les 6 beaux panneaux sur fond noir. Vous voyez la petite glaneuse chère à Doisneau. Il l'a photographiée en gros dans son dernier livre sur le décor de Paris. Ce sont toujours des professions des travaux des champs. Il y a un faucheur, un autre faucheur, des glaneuses souvent. Avec les moulins à vent et les moulins à eau, ce sont en général les décors de boulangerie qu'on retrouve le plus. Il y a ici un petit faucheur tout à fait charmant, qu'un de mes amis prétend être peint par Renoir. Évidemment, il n'est pas de Renoir, mais certains grands peintres ont fait des décors de boulangerie et des décors de boutique, beaucoup plus qu'on ne croit au début de leur carrière. C'est une boulangerie qui était située à quel endroit? Elle était 94 rue de la Tombissoire, à l'angle de la rue du Père Corentin, dans le 14e. Maintenant, il y a une très belle boulangerie moderne qui s'appelle la boulangerie du Moulin de la Marjolaine. J'aurais préféré qu'elles restent en place parce que je trouve que c'est dans la rue qu'elles doivent être. Et il y en a encore beaucoup dans Paris, vous savez, énormément. Et certains boulangers savent ce qu'ils ont et cherchent à les protéger. Il vaut toujours mieux que les choses soient en place plutôt que dans un musée. Mais tant qu'à les voir démolir, j'essaye de les récupérer pour les sauver.
à nous, en tant qu'installateur, décorateur, de faire bénéficier le client de l'expérience et de lui demander, de demander au client ce qu'il désire faire dans sa boutique. Le souci du client ici, notamment, était d'agrandir. C'est pourquoi on va abattre des cloisons, des choses comme ça, ce qui nous a obligé du reste à démonter le plafond, qui ne serait plus du tout dans le cadre de la boutique. Mais le décor de l'intérieur sera totalement différent. On ne cherchera pas du tout à copier à l'intérieur le décor de la façade. Et quant aux peintures sous verre, là, elles vont être faites parce qu'elles sont assez abîmées. Oui, alors le problème des peintures sous verre, évidemment, ça serait très bien de pouvoir les refaire, mais malheureusement, alors ce sont des pièces auxquelles on ne peut pas toucher parce que ce sont des toiles peintes qui sont ensuite collées sur des vitres, on les voit ici donc, mais ce sont des objets, si on avait le malheur de les démonter ou autre, on est à peu près sûr qu'on ferait plus de dégâts que de bon travail. Évidemment, je regrette un peu le style ancien, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein, le moderne, maintenant, je crois que c'est surtout ça qui compte. Ben, le plafond, évidemment, je ne peux pas le garder. Si je trouve un acquéreur, je le vendrai volontiers. Vous en voulez combien? Disons que autour de 2 millions anciens. Enfin, c'est à discuter. Peut-être plus, pourquoi pas. L'extérieur, étant donné que c'est classé par les Beaux-Arts, je suis un peu obligé de laisser dans le style. Alors, je ne peux pas faire autrement. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu tout changer. Mais enfin, tant pis. Ce bandeau qui est remplacé par un bloc de plastique, c'est exactement la même chose que si on prenait la Joconde, qu'on en coupait la moitié et qu'on la remplace par un bout de formica. Je crois que en 4 ans de temps, on s'est aperçu que dans Paris, il y avait à peu près 300 boutiques qui avaient disparu de ce type, qui avaient été dégradées. Il reste dans Paris encore 700 boutiques. D'autre part, il se refait 1500 boutiques tous les ans. Ça signifie tout simplement qu'en moins de 6 mois, toutes les boutiques anciennes pourraient disparaître. J'espère tout du moins que l'inventaire des boutiques anciennes que nous sommes en train de réaliser pour le compte du secrétariat d'État à la culture permettra, dans un premier temps, au moins de localiser les éléments les plus importants, de tenter, s'il est possible, une action de classement type monument historique, mais ce que j'aimerais davantage, c'est une sensibilisation aussi bien des commerçants, des décorateurs, des entrepreneurs et de la population.
Oui, je suis du quartier. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça fait longtemps que vous êtes là? Bon, depuis ma naissance, ça fait 73 ans, j'ai jamais quitté mon village. Car ici, Paris, pour moi, le 11e, c'est un grand village. Dans ce village, nous sommes beaucoup de cantons. Chaque quadrilatère de maison est un canton pour nous. C'est un joli bourg que nous aimons et qui malheureusement a été défiguré par les maisons en ciment qu'ils ont fabriquées. Ici, derrière moi, vous voyez une boulangerie, d'après les dires des anciens, a été construite environ vers 1890. C'est la plus vieille du quartier. Et vous pouvez admirer encore les tableaux qu'il y a le long de la façade. Ils n'ont jamais changé, ainsi qu'à l'intérieur, la mosaïque qui a été déposée. Et celle qui est en face, là, de l'autre côté? Alors, celle qui est en face de l'autre côté, là-bas, elle, à date de 1910-1912, bien avant la guerre de 14 quand même. Elle a toujours été comme ça? L'intérieur, oui, mais l'extérieur, non. L'extérieur était pareil que celui qu'il y a là. Mais beaucoup de voitures sont entrées dedans, les façades ont été refaites comme elles sont maintenant. Ce panneau, c'est d'abord une enseigne, mais c'est aussi une manière d'attirer le client en utilisant le talent de peintres populaires qui sont des professionnels et qui s'inspirent des peintures officielles de l'époque, de la fin du 19e, début 20e siècle. Et c'est le cycle de la nature parce que le pain est une nourriture naturelle. Alors on commence ici par un paysage qui est complètement vierge, que l'homme n'a pas touché, sauf la petite maison. Et puis, dans tous les panneaux peints que le boulanger demande à avoir sur le fronton, sur son magasin, on va voir l'homme petit à petit intervenir sur la nature. Et d'abord, il va intervenir comme soit laboureur, soit semeur. C'est le début du cycle du pain. Et voilà, ici, on a le semeur, le laboureur, on le voit sur d'autres boulangeries. Debout, semeur, voici l'aurore, le coq a sonné le réveil, le ciel de pourpre se colore au premier rayon du soleil. Le sillon béant dans la plaine attend le moment où ta mère viendra lui confier la graine qui devra germer dans son sein. Sème, 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 que dans les sillons de la plaine se répandent le grain. Ô noble cœur, songeant au lendemain, pour que notre famille humaine est un morceau de pain. Sème, sème, sème. Et puis derrière, on va trouver tout le cycle de la meunerie, les moulins à eau ou à vent. Derrière, bien entendu, toute la boulange. C'est-à-dire le pétrissage du pain, la cuisson, et puis l'ultime maillon de la chaîne, la vente du pain, soit la vente du pain dans le magasin lui-même, soit ce qui était une profession qui a disparu à la veille de la guerre de 14, le pain porté à domicile, c'est-à-dire la petite porteuse de pain autour duquel s'est construit tout un légendaire. C'est une fille du peuple, méritante, orpheline, et elle est en quelque sorte l'aboutissement ou la représentation presque virginale de cette nourriture extrêmement naturelle qui est partie au départ de la nature toute brute et toute simple avec l'eau vive en arrière-plan. C'était la patronne. C'est un Italien qui a fait ça. Et comment vous le savez, ça? Par une cliente c'était son mari qui faisait de la peinture. C'est elle qui m'a dit qu'il était signé, que c'était son. C'est elle qui a confié la grand-père. photo d'ailleurs, qui est ici. Vous avez le peintre qui l'a fait. Italien, puis Elle est pas jeune cette photo. Hein. Ça, c'est le peintre italien qui l'a peint. Et le tableau de l'autre côté, c'est le mitron. Ah, c'est vos prédécesseurs, alors? C'est-à-dire Oui, mais la guerre de 14. C'est au moment de la guerre de 14-18, ça. Ces tableaux-là ont été faits là. La place de la République, là. Avec les fiacres de l'époque? Oui. Et puis qui portait son pain. Ça, je lis pas, ça. Hein. Non, je lis pas. C'est une jolie dame?
Eh oui, il paraît qu'elle était très jolie. La porteuse de pain, là, c'était la patronne, ma patronne. Et elle était jolie comme ça? Ah oui. Mais elle est morte, malheureusement, maintenant. Mais elle était belle, vous savez. Elle avait des pigeons devant. Alors Une maintenant, bonne patronne, vous savez. je vais pas mettre son nom. Son nom, Ouais. Jeanne, Ah ouais. Jeanne Burin, qu'elle s'appelait. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans la boutique? Moi, je servais, je mettais le pain en grille, les gâteaux, puis j'en mangeais. Quand ils ne m'en donnaient pas, j'en faisais tomber un peu. Vous travailliez beaucoup à l'époque? Ben, je comprends, je commençais le matin à 6h moins le quart. On avait 1 heure pour aller se recharger l'après-midi. Et le soir jusqu'à 10h, le temps de débarrasser, nettoyer les grilles, laver les plateaux, des gâteaux, tout ça. Moi, je servais. Mais vous aviez beaucoup de congés, alors? Congé, une demi-journée par mois. Seulement? Oui. Et donc votre patronne, elle était dure, non? La patronne? Oui. C'est pas dur du tout, au contraire. Il me demandait ce que je voulais manger, alors. Des fois, elle me disait, qu'est-ce que tu veux manger? Il y a de la roche? Je lui disais, non. Elle me donnait 1 franc, puis j'allais me chercher des cornichons. Vous avez gardé un bon souvenir de Oh, tout ben, je ça? comprends. Des deux. J'ai fait 2 patrons, très bien. Ça sera, vous voyez, je voudrais bien y recommencer. Même que je travaillais dur, ça sera à refaire, je retournerai, vous voyez. Tu récoltes ce que tu as semé, dit la morale à cette époque-là, et le semeur récolte bien entendu son blé, et puis le blé va rentrer dans un cycle extraordinaire où à chaque instant il y a référence à la morale, curieusement. La morale du travail d'abord, qui est une morale qu'on essaye de faire accepter à l'homme du 19e siècle, au travailleur du 19e siècle, qui ne sait pratiquement pas lire. On est obligé donc de coder ça par des signes qui sont des signes, des images essentiellement. Or, il se trouve que les gens du peuple ne vont pas dans les musées, et c'est le musée qui descend dans la rue, si on peut dire, par l'intermédiaire des peintres populaires, qui s'inspire de grandes œuvres morales des peintres du 19e, Millet en l'occurrence, qui est le premier ou le plus important, qui donne à voir cette morale en action. L'immensité, les cieux, les monts, la plaine, l'astre du jour qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne est pleine, sont ton ouvrage au divin créateur, un bleu mortel devant l'œuvre sublime, à l'horizon quand le soleil descend, ma faible voix s'élève de l'abîme, monte vers toi, Dieu tout-puissant. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant, qui fit la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. Dans ce monde du 19e siècle où un certain nombre de révoltes ouvrières sont latentes ou ont déjà éclaté, qu'il s'agisse de la Commune, qu'il s'agisse de la révolte des canuts lyonnais, il faut réenfermer l'ouvrier en quelque sorte dans un ordre moral qu'ils doivent accepter. Cet ordre moral, il est symbolisé par ces peintures sur verre. Les boulangers s'en font les complices involontaires et vont faire descendre dans la rue la morale bourgeoise et la donner à lire par le biais des images.
nous avions une fraternité qui n'existe plus maintenant dans aucun quartier de Paris. Jamais aucun d'eux ne mourrait de faim, car nous nous entendions pour partager notre pain et notre hareng, comme nous disait si bien. Et c'était du pain, c'était pas comme maintenant. Là, c'était vrai, il était blanc, c'est bon. Les enfants pouvaient se permettre à 4 heures de manger une bonne tartine de pain, soit beurré quand il y avait du beurre dans les familles, ou soit sec, plus souvent sec que beurré. Mais enfin, c'est le quartier qui voulait ça. Hein. De toute façon, le pain n'est plus l'aliment de première nécessité comme auparavant. Hein. Non. Il y a des boulangeries comme ici, il y a seulement 20 ans, on faisait le double. Le double de quinto. Est-ce que ça ne tient pas aussi au changement de la population de Paris? Aussi, un peu. Ça, ici, surtout ici, c'est un quartier en rénovation. Alors, beaucoup de gens s'en vont. Mais quand même, les jeunes mangent beaucoup moins de pain. Maintenant, c'est périmé, ça. Village transformé? Oui. Ah là oui. Ça a changé. Longtemps c'était un véritable village ouvrier. Il n'y avait que des ouvriers, des artisans en masse. Et puis maintenant, ben, vous voyez, c'est le fouillis qu'il y a. Quoi. Le fouillis qu'on nous offre et qu'on nous offrera encore. Et qu'est-ce qu'il y avait à la place de l'immeuble là enfin? Un terrain vague avec des arbres vague, fruitiers. oui. Hein, il était bonne les cerises. C'était comme si ça avait été les fortifs. Des arbres fruitiers où les enfants, nous avions le droit de venir déguster les fruits au moment qu'ils étaient mûrs, quoi. Des cerises, des poires, des pommes, il y avait tout là-dedans, des pêches, et tout ça gratuitement. C'était nous, les membres du quartier, qu'on rabattait là. C'est vrai, hein? Il aimait ça, le C'est vrai, hein? C'était notre jeune temps, quoi. Ah oui. On avait 20 ans. Ah non, même pas, on avait 10-12 ans. On voudrait bien y repasser, hein? Ouais, ouais. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à 2 ronds? Où sont-ils donc? Mais Montmartre semble disparaître, car déjà de saison en saison, des abbesses à la place du tertre, on démolit nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à Poulbeau? En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, Montmartre-ton des profondés. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à 2 ronds? Où sont-ils donc? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir
gentil.